La NASA ose rendre possible l'impossible et cela ne peut être réalisé que grâce aux penseurs et innovateurs qui aident à imaginer et préparer le futur de l'exploration spatiale. Hydravion sur Titan, gazoduc lunaire, mais pourquoi pas? Connaissez-vous les projets futuristes de la NASA? Mon nom c'est BDF et bienvenue dans votre Actualité spatiale. Cette semaine, la NASA nous a présenté 14 projets pour les futures explorations spatiales. 14 projets, c'est pas rien, donc je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Depuis très longtemps, la NASA finance des programmes de recherche à la limite des possibilités technologiques actuelles. Nous les appelons les NASA Innovative Advanced Concept ou NIAC. L'idée est de repérer et de sélectionner une série de projets menés par des entreprises ou des organismes de recherche. Ils sont d'abord financés au coût d'environ 175 000 $ pour 9 mois pour effectuer des études qu'on appelle des études de concept. Et lorsque ceux-ci passent cette première étape, ils bénéficient ensuite d'une nouvelle subvention 600 000 $ sur 2 ans pour élaborer un programme de développement plus précis. Par la suite, les finalistes bénéficient de 2 années de travaux et de tests supplémentaires. Avec beaucoup d'argent, là on est rendu à 2 millions de dollars. 2 millions. Et l'étude finale peut durer jusqu'à 5 ans. C'est assez long, là. Et cette année, avec le futur à nos portes, les idées étaient Stupide. Pas pantoute, au contraire, abondante. Et cette année, 14 projets ont été sélectionnés. Mais attends, arrête la musique, je comprends pas là. J'essaie de comprendre, peux-tu m'expliquer pourquoi t'as dit stupide, c'est si stupide? Je voulais pas dire stupide, je voulais dire stupéfiant. Ah! Donc 14 projets ont été sélectionnés. Parmi eux, j'ai retenu 3 projets qui m'ont complètement passionné. C'est sûr que j'ai des parties prises. Pourquoi pas un hydravion explorant différents sites géologiques sur Titan, la plus grosse lune de Saturne, un gazoduc transportant de l'oxygène sur la Lune ou encore une source d'énergie beaucoup plus compacte et efficace pour les voyages spatiaux. Alors commençons avec Titan Air. Le projet de la société Planet Enterprise basée à Washington. Le concept d'hydravion à coque qu'elle développe permettrait à la fois de voler dans l'atmosphère épaisse de Titan et de naviguer sur cette lune de Saturne. Et je parle de navigation car Titan est le seul astre du système solaire à posséder des lacs et des mers en surface composés d'hydrocarbures, soit du méthane et de l'éthane. L'engin serait donc équipé de nombreux instruments scientifiques et réaliserait chaque jour des missions d'exploration pouvant durer quelques heures. Et en analysant des échantillons, il serait capable d'étudier le cycle de la chimie organique de Titan qui pourrait réunir les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Puis il y avait également le projet lunaire de la société Lunar Resources, qui est situé à Huntsville dans l'Alabama. Ce sont des gazoducs permettant d'acheminer de l'oxygène vers les stations permanentes. L'oxygène serait extrait des molécules d'eau présentes au niveau du pôle sud de la Lune et dans le régolithe. Il serait transporté ensuite sous forme gazeuse dans des réseaux de pipelines en aluminium d'au moins 5 km de long avec un flux d'environ 2 kg d'oxygène par heure. Et curieusement sur la Lune, malgré qu'on ne peut pas respirer, il y a beaucoup d'oxygène. Il n'y est simplement pas présent sous forme de gaz. À la place, il est emprisonné dans 2 réservoirs différents. Le premier, c'est la glace d'eau. Grâce au relevé de la sonde indienne Chandrayaan-1 et du Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, on estime aujourd'hui qu'il y a plus de 500 millions de tonnes de glace d'eau réparties au niveau des pôles. Puis on sait déjà très bien extraire l'oxygène de l'eau grâce au processus d'électrolyse. Mais le problème, c'est que cette méthode nécessite énormément d'énergie. La NASA s'intéresse donc à un second réservoir, oui, le régolithe lunaire. Oui, cette fameuse couche de poussière et de roche qui recouvre les zones géologiques plus profondes. Ce matériel est majoritairement constitué d'oxyde de silice, d'aluminium, de fer et de magnésium qui ont été déposés par des météorites. Et les formes oxydées de ces éléments contiennent beaucoup d'oxygène. Le sol lunaire contiendrait donc environ 43 % d'oxygène. En d'autres termes, les futurs astronautes respireront peut-être grâce à de la poussière de Lune, imaginez. Le troisième projet qui a retenu mon attention est celui proposé par l'Institut de technologie de Rochester dans l'État de New York. Il vise à révolutionner la technologie des générateurs thermonucléaires à radioisotopes. Ça, c'est les RTG. Puis en gros, c'est ceux qui ont été utilisés pour alimenter jusqu'à maintenant les sondes comme Pioneer, Voyager, Cassini, New Horizon, Viking, Curiosity et Perseverance. Il n'y a pas juste des sondes, il y a des robots également. Oui, les nouveaux générateurs très petits pourraient être 10 fois plus puissants que ceux actuellement. Leur volume ne serait que de 0,2 litres contre plus de 200 litres. Et ces générateurs seraient extrêmement précieux pour alimenter des nanosatellites, les fameux CubeSats d'exploration pour des planètes lointaines comme Neptune ou à des endroits sombres en permanence comme certains cratères de la Lune. Et l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a fait un beau discours.
La NASA ose rendre possible l'impossible. Et cela ne peut être réalisé que grâce aux penseurs et innovateurs qui nous aident à imaginer et préparer le futur de l'exploration spatiale. Mais on aime ça sur cette chaîne du futur, entendre ça. Ce programme fournira donc à ces scientifiques et ingénieurs visionnaires les outils et le soutien dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets. On aime ça le futur ici. Le vol inaugural de la fusée Ariane 6 aura probablement lieu d'ici la fin de l'année, mais ça va dépendre des essais plus tard cette année. Le premier vol devrait se passer à la fin de l'année 2023, mais attention, car selon le directeur du CNES, l'Agence spatiale française, c'est sur toute réserve. Ça va dépendre bien évidemment des essais combinés au cours desquels la fusée et son pas de tir construit par l'agence sont testés à Kourou, en Guyane. Et l'Agence spatiale européenne, l'ESA, maître d'œuvre des lanceurs européens, confirme officiellement qu'il y aura, si tout va bien, un lancement au 4e trimestre. L'accès autonome de l'Europe à l'espace est en difficulté. Et on le sait tous, oui, elle n'a plus accès au lanceur moyen russe Soyouz depuis l'invasion de l'Ukraine. Le lanceur lourd Ariane 6 accuse un retard de 3 ans, puis le lanceur léger Vega, il est cloué au sol. Et c'est une bien mauvaise nouvelle, là, cet échec du Vega C qui a eu lieu le 22 décembre de la fin de l'année dernière, de 2022. La commission d'enquête pour identifier la cause de la défaillance et les moyens d'y remédier doit rendre ses conclusions en février. Et puis il y a une vraie volonté du groupe d'un retour en vol le plus vite possible. Mais en conséquence, le plan de charge du Centre spatial guyanais, le CSG, le port spatial de l'Europe, ne prévoit à ce stade que les 2 derniers lancements d'Ariane 5 cette année. Et le CNES va profiter de ce moment de calme à la base pour la mettre à niveau. Et la mettre à niveau, ça signifie 600 millions d'euros pour réduire les délais entre les lancements, numériser le complexe et réduire son empreinte carbone. Cette crise des lanceurs doit conduire l'ESA à revoir un peu tout. C'est jamais mauvais la pause, la remise en question. Peut-être que l'Europe deviendra une puissance de l'aérospatiale, qui sait? En tout cas, ils sont déjà pas mal meilleurs que le Canada. Ah oui, mais vendredi, t'as pas vu la conférence? Non. Ah ah! Nous avons tellement une industrie spatiale développée et respectée au Canada, mais il manquait la possibilité de faire des lancements en orbite. Mais le ministre a annoncé vendredi dernier que le cadre réglementaire sera modernisé afin de permettre le lancement d'engins spatiaux à des fins commerciales sur le territoire canadien. Imaginez! Les lancements à partir du Canada offrent un avantage stratégique important aux entreprises satellitaires, comparativement aux rampes de lancement de la Floride ou de la Guyane. Ben oui, parce que nous pouvons lancer des satellites qui visent vers le nord sur une orbite qui passe d'un pôle à l'autre, au lieu d'une orbite qui fait le tour de l'équateur. Puis cette particularité de pouvoir être en orbite sur un axe nord-sud plutôt qu'est-ouest pendant que la Terre tourne, ça permet de visionner la planète entière. Alors oui, le Québec sera un candidat excellent, mais attention, parce qu'Ottawa, les exigences réglementaires strictes, des normes de sécurité, puis des conditions de délivrance des permis rigoureuses. Disons peut-être en 2078, j'ai un chiffre de même. J'aime beaucoup Titan, la plus grosse lune de Saturne, vous le savez, mais il y a une autre lune de cette planète qui nous a révélé des informations intéressantes cette semaine. Encelade! Ce satellite de Saturne est déjà connu pour ses impressionnants geysers d'eau salée. Il serait aussi couvert d'une épaisse couche de neige, atteignant par endroits 700 mètres, imaginez. Encelade est situé à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil. Ça, c'est 10 fois plus loin que nous. Parce que nous sommes à 150 millions de kilomètres du Soleil. C'est pas vrai, c'est environ 149 600 000 kilomètres. Et c'est loin. Man, on y va à peu près, là. C'est pas le bon chiffre. Tu veux faire le smart? OK, parfait. Le soleil éteint, je ferme la switch, OK? Il n'y a plus de soleil. Combien de temps tu vas le savoir après, à cette distance-là? Instantanément, parce que le soleil est très gros. N'importe quoi. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, puis ça change jamais. Donc, si on regarde une distance de 150 millions de kilomètres, ça fait combien de temps, ça? 2 secondes. Non. 2 minutes. Ça fait? 8 minutes, c'est vrai. Oui! Pas si pire que ça. Bon, revenons à Encelade. Cette lune serait recouverte d'une couche de neige atteignant par endroits 700 mètres selon les estimations des chercheurs du Center for Earth and Planetary Studies au Smithsonian, Washington, D.C. L'origine de cette neige est déjà connue car Encelade, qui a environ 500 km de diamètre, est parcouru d'immenses geysers, projetant dans l'espace des panaches essentiellement composés d'eau salée. Elle provient d'un océan caché sous l'épaisse couche de neige ou de glace qui constitue sa surface.
et il y a une partie qui va dans l'espace. Bref, cette partie va alimenter en glace l'un des anneaux de la planète, l'anneau qu'on appelle E, le plus externe de Saturne. Mais l'essentiel retombe à la surface sous la forme d'une belle poudreuse dont il restait à estimer l'épaisseur. Pour cela, les chercheurs américains ont établi une correspondance avec l'Islande. L'île abrite des caractéristiques géologiques particulières, des crevasses engendrées par l'écoulement de roches, de glace ou de neige, par des fissures situées dans le sol. Et les images prises par la sonde Cassini en orbite autour de Saturne entre 2004 et 2017 ont révélé le même type de formation sur Encelade. Et en utilisant l'angle formé entre les rayons du Soleil et la surface du satellite, les chercheurs ont pu calculer la pente de ces crevasses remplies de neige et estimer leur profondeur. Ils se sont donc appuyés sur les mesures effectuées sur les crevasses de l'Islande. Et étant donné le débit actuel des geysers, il leur faudrait environ 4,5 milliards d'années pour déposer une telle couche, soit l'âge du système solaire. Donc, selon eux, il serait donc surprenant que les geysers soient apparus si tôt et aient été aussi réguliers. Il faut donc plutôt supposer que le débit des geysers a été beaucoup plus important par le passé ou que d'autres phénomènes ont favorisé cette accumulation de neige. Mais de supposer la neige, ça ne veut pas nécessairement dire que sa densité est comparable à celle de la neige sur Terre, est peut-être très poreuse, ce qui expliquerait le grand volume qu'elle occupe. Donc pour en apprendre davantage, il va falloir attendre qu'un rover se déplace à travers les geysers sur Encelade avec des raquettes pour pas caler dans les profondeurs de cette lune. Une compagnie chinoise, quelle surprise, a effectué des tests la semaine dernière pour sa version de mini Starship de SpaceX. Les Chinois, copier-coller! Une nouvelle compagnie de lancement de fusées en Chine a effectué des tests dans le cadre du développement d'une fusée en acier inoxydable réutilisable, apparemment inspirée du vaisseau spatial de SpaceX. Space Epoch, ça c'est le nom de la compagnie qui a récemment effectué une série de tests sur un réservoir de propulseur en acier inoxydable de 4,2 mètres de diamètre combiné à un moteur à oxygène liquide méthane. Space Epoch, basé à Pékin, nous a révélé plutôt des plans pour développer un lanceur en acier inoxydable de 64 mètres de haut, capable de soulever 6,5 tonnes sur une orbite héliosynchrone à 1100 km d'altitude. Une orbite héliosynchrone, c'est une orbite terrestre quasi-polaire légèrement rétrograde dont on choisit l'altitude et l'inclinaison de sorte que l'angle entre le plan orbital et la direction du Soleil demeure quasiment constant. La rotation du plan orbital nécessaire est obtenue sans manœuvre en exploitant la précession produite par le bourrelet équatorial de la Terre. Un satellite placé sur une telle orbite passe au-dessus d'un point de la surface terrestre donné à la même heure solaire locale, comme sur l'image qu'on voit actuellement. Ce type d'orbite est choisi pour les satellites effectuant des orbites photographiques car l'éclairement solaire des lieux observés est pratiquement constant d'un cliché à l'autre hors incidence des saisons, ce qui permet de détecter les changements intervenus entre deux survols. Mais revenons à notre sujet. Le lanceur pourra être utilisé jusqu'à 20 fois. Les tests de feu statique comprenaient des tests d'allumage et de redémarrage et d'allumage avec de faibles niveaux de propulseur. La percée combinée des réservoirs de stockage en acier inoxydable et de la technologie du méthane oxygène liquide a jeté des bases solides pour les futurs tests en vol de la fusée. SpaceX se dirige quant à lui vers sa première tentative de lancement orbital du vaisseau spatial de 120 mètres de haut et de 9 mètres de diamètre sur son site de test Starbase à Boca Chica, au Texas. Donc SpaceX, pas fait encore, mais on parle de 120 mètres de haut, ça inclut le Super Heavy, puis du côté de la Chine, on parle de 65 mètres, donc c'est beaucoup plus petit, mais c'est juste le début là, pour eux. En plus de s'inspirer de SpaceX en termes de combinaison de réservoirs en acier inoxydable, cette compagnie utilise des moteurs méthane-LOX, qu'on appelle des méthalox, méthane et oxygène liquide. Le prototype qu'on appelle XZH-1D2 sera utilisé pour un premier test de récupération en mer après un vol suborbital en 2023, mais peut-être qu'il y a un Elon Musk dans cette compagnie-là aussi, parce que d'après moi, 2023 c'est quand même tôt, mais c'est un vol suborbital, c'est pas un vol orbital, donc il va juste monter, aller essayer d'aller dans l'espace et revenir par la suite. C'est plus facile à faire. La compagnie est très récente, mais elle a de grandes ambitions. Elle a d'ailleurs obtenu un montant non divulgué de financement en août de l'année dernière, puis elle a ensuite effectué des tests de pression sur des réservoirs en acier inoxydable à parois minces de 3 et 4 mètres de diamètre. Cette compagnie est déterminée à devenir le leader du système de transport interplanétaire chinois et à contribuer à l'infrastructure spatiale nationale du pays avec une capacité de lancement énorme. Leur cible, eh bien, c'est des marchés tels que le transport point à point, le tourisme spatial, la construction de stations spatiales, l'exploration de l'espace lointain et la défense planétaire. Et pour ce qui est des moteurs, c'est pas la compagnie Space Epoch que j'ai de la misère à dire qui est fournie, mais une autre compagnie, vous voyez, je vais mettre le nom là parce que j'ai pas beaucoup de talent avec le chinois, mes amis. Ouais, merci de votre compréhension.
La première fusée chinoise au Metalox, c'est le premier lanceur de liquide développé commercialement, le Zhuk 2 qu'on a parlé dans une vidéo dernièrement. Désolé François, tu me l'as dit, mais je suis même pas capable de dire la traduction, que ça c'est Zhuk 2, mais ça s'appelle comme ça. Bref, cette fusée a fait un vol d'essai le mois dernier. Vous pourrez aller voir ou revoir la vidéo. Bref, il n'a pas réussi à atteindre l'orbite à cause d'un problème de ses moteurs verniers du deuxième étage. Nous sommes rendus à mon chapitre préféré, la section 5. Alors, qu'est-ce qui a retenu mon attention cette semaine? Alors, je suis tombé cette semaine sur ce montage vidéo short qu'on appelle de Nick Henning 3D du récapitulatif des tests de SpaceX de son méga projet Starship à Boca Chica au Texas, du Star Hopper jusqu'au SN11. Ce projet controversé. Hey, c'est parti. Certains disent que c'est impossible. Impossible. De mon côté, je vous dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire avant le test, puis il y en aura également beaucoup après. Mais comme disait Disney, it's kind of fun to do the impossible. C'est vraiment le fun de faire l'impossible. Puis moi, j'y crois. Après tout, la meilleure façon de prédire l'avenir n'est-elle pas de le créer? Vous connaissez les fameux tsunamis, alors je vous présente un concept assez révolutionnaire pour pouvoir survivre à un tel événement. Les tsunamis sont de grosses vagues ou des séries de vagues générées par le déplacement rapide de grands volumes d'eau en raison d'événements sismiques, d'éruptions volcaniques, de glissements de terrain, de veillages glaciaires, d'impacts de météorites et d'autres perturbations. Alors, ce sera certainement un concept à suivre. Nous n'avons pas toujours beaucoup de temps pour se mettre en sécurité, alors pourquoi pas? Avez-vous vu cette semaine cette photo magnifique de la Falcon 9 de SpaceX prise au décollage pendant le lever de soleil? Souvent, c'est la nuit, mais là, on avait des conditions parfaites. Hey, ça donne mais vraiment envie d'être là, pas vous? La fusée Falcon Heavy a décollé encore une fois la semaine dernière et quelle belle vidéo du retour de 2 des 3 boosters. Hey, c'est toujours très spectaculaire. SpaceX, ils nous en mettent plein la vue, il n'y a pas de doute. Et que dire de cette vidéo d'une protubérance solaire prise le 18 janvier? On en parlait justement il y a 2 semaines, notre étoile est en avance de son cycle de 11 ans. Vous pouvez justement voir beaucoup d'informations sur notre Soleil et sur l'arrivée des aurores boréales. Vous pourrez donc planifier vos voyages, ben oui, qui sait, si vous voulez aller en voir. Cette semaine, j'étais justement au nord, mais malheureusement, malgré des indices de 5, ben j'ai pas été en mesure de les admirer. Et la météo, oui, certains ont plus de chance, mais on a quand même des très belles journées ensoleillées au Nunavik. Le Nunavik, là, je peux vous dire, c'est magnifique. Forgot my tools again. Such a show off.
Et voici deux galaxies qui ont entamé un combat gravitationnel il y a 1 milliard d'années. Elles vont fusionner comme vont le faire notre Voie lactée et Andromède dans 3 milliards d'années. Ben, on s'en fout, on sera plus là. Non, effectivement, t'as bien raison, on devrait plus être là. En tout cas, nous, toi, on sait pas trop t'es quoi. Je sais pas. On sait pas t'es quoi. Et ça complète votre actualité spatiale show la semaine. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Merci à tous pour votre soutien, les commentaires, les pouces en l'air. En bas de la vidéo. En bas, en l'air. Vous comprenez. Mais en réalité, juste d'être ici à chaque semaine et de prendre vos nouvelles connaissances et de les partager autour de vous, là, c'est le plus beau cadeau, c'est ça qui compte. Et comme disait le Dalai Lama, on l'aime bien celui-là, il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Et d'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions puis d'être Blue Dot parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos.